Pensez-vous que la Grèce antique se résumait à la philosophie, à la démocratie, aux statues de marbre et aux Jeux olympiques, mais derrière les façades éclatantes d'Athènes et de Sparte se cachaient des pratiques de sexuelles si troublantes qu'elles choqueraient même le public moderne, pourtant habitué à toutes les formes de dépravation humaine. Avant de poursuivre, si vous aimez les histoires sombres et oubliées, pensez à vous abonner et à indiquer en commentaire d'où vous regardez. Cela nous aide énormément à produire davantage de contenu comme celui-ci. Maintenant, revenons à notre sujet. Les Grecs anciens ne percevaient pas la sexualité comme nous le faisons aujourd'hui. Il n'existait pas de concept d'orientation sexuelle tel que nous le comprenons. À la place, la société grecque fonctionnait selon une hiérarchie rigide, basée entièrement sur la domination sexuelle. Votre rôle dans les actes intimes déterminait votre statut social, vos droits légaux et votre pouvoir politique. Être le partenaire pénétrant symbolisait la masculinité, l'autorité et la citoyenneté. Être pénétré signifiait féminité, soumission et mort sociale pour les hommes adultes. Ce n'était pas une idée philosophique abstraite. Cette hiérarchie façonnait les lois, déterminait les carrières et décidait littéralement qui vivait comme un citoyen respecté ou qui mourait comme un paria social. La politique sexuelle de la Grèce antique a créé un système où pouvoir et plaisir étaient devenus inséparablement liés, conduisant à des pratiques qui horrifieraient toute civilisation moderne. Commençons par l'horreur la plus normalisée de la société grecque. La pédérastie n'était pas une perversion clandestine. Elle était la pierre angulaire de l'éducation des élites, célébrée dans l'art, louée dans la littérature et protégée par la loi. Des hommes adultes âgés d'une trentaine d'années recherchaient systématiquement des relations sexuelles avec des garçons aussi jeunes que 12 ans, en qualifiant cela de mentorat et d'éducation. Cette pratique suivait des règles sociales spécifiques qui la rendent encore plus troublante. L'homme plus âgé, appelé éraste, courtisait un garçon appelé éromène, à travers des cadeaux élaborés et des démonstrations publiques. Ces relations n'étaient même pas secrètes. Les familles encourageaient souvent ces arrangements, les considérant comme des moyens d'ascension sociale pour leurs fils. La beauté du garçon et le statut de l'homme créaient un marché d'exploitation infantile déguisé en tradition culturelle. Des preuves archéologiques montrent des scènes de pédérastie peintes sur des céramiques, sculptées sur des monuments et célébrées dans des espaces publics. Ce n'étaient pas des décorations cachées. C'étaient des thèmes artistiques courants, exposés dans les maisons, les temples et les bâtiments gouvernementaux. La normalisation était si complète que refuser ces relations pouvait nuire aux perspectives sociales d'un garçon, plus qu'y participer. Les paramètres d'âge révèlent la nature calculée de ce système. Les garçons devenaient disponibles pour ces relations au début de la puberté, vers 12 à 14 ans. Les relations étaient censées cesser lorsque la barbe apparaissait généralement entre 18 et 20 ans. Mais voici la partie vraiment troublante. Ce timing n'avait pas pour but de protéger les enfants. Il s'agissait de maintenir la dynamique de pouvoir. Une fois que le garçon développait des caractéristiques masculines, poursuivre la relation menacerait le statut dominant de l'homme plus âgé. La justification éducative ajoute une autre couche d'horreur. Ces relations étaient présentées comme des programmes de mentorat, où des hommes de plus âgés enseignaient aux jeunes garçons la politique, la philosophie et les grâces sociales. Mais la composante sexuelle n'était pas accessoire. Elle était considérée comme essentielle au processus éducatif. Les Grecs croyaient que l'intimité physique créait des liens émotionnels qui amélioraient l'apprentissage et le développement du caractère. Les chercheurs modernes débattent de la nature exacte de ces relations, certains soutenant qu'elles étaient principalement émotionnelles plutôt que sexuelles,
mais les sources grecques contemporaines laissent le peu de doute sur leur réalité physique. Des documents légaux discutent des réglementations de ces relations. Des textes médicaux décrivent des pratiques physiques. Des œuvres littéraires célèbrent ouvertement les aspects sexuels. Les preuves sont accablantes et troublantes. La culture militaire spartiate a poussé ces pratiques à des extrêmes encore plus grands. L'agogé, le légendaire programme d'entraînement militaire de Sparte, commençait lorsque les garçons avaient 8 ans. Retirés de leur famille, ces enfants entraient donc dans un système où des guerriers plus âgés devenaient leurs mentors, entraîneurs et partenaires sexuels. Cette pratique était si institutionnalisée que refuser d'y participer pouvait mettre fin à la carrière militaire d'un garçon avant même qu'elle ne commence. Ces guerriers de Spartiate étaient censés former des liens émotionnels et physiques intenses avec leurs apprenants. Ces relations étaient considérées comme cruciales pour développer la loyauté féroce et le courage qui rendaient les armées spartiates légendaires. Mais l'impact psychologique sur les enfants forcés à des relations sexuelles avec des figures d'autorité adultes n'était jamais pris en compte. Le système privilégiait l'efficacité militaire au détriment de la dignité humaine. Le processus de sélection était méthodique et cruel. Les guerriers plus âgés choisissaient dans leurs favoris en fonction de la beauté physique, du potentiel athlétique et des connexions familiales. Les garçons non sélectionnés faisaient face à l'ostracisme social et à des perspectives de carrière limitées. Ceux qui étaient choisis entraient dans des relations qu'ils n'avaient pas le pouvoir de refuser avec des hommes qui contrôlaient dans tous les aspects de leur vie. L'entraînement lui-même combinait brutalité physique et exploitation sexuelle. Les garçons étaient délibérément sous-alimentés, mal vêtus et soumis à une discipline sévère. Dans cet état de vulnérabilité, ils dépendaient entièrement de leurs partenaires plus âgés pour la protection, la nourriture et le soutien émotionnel. Ce système créait les conditions parfaites pour la manipulation psychologique et l'abus. Mais la pédérastie n'était qu'un aspect de la hiérarchie sexuelle troublante de la Grèce. Les femmes subissaient leur propre dégradation systématique à travers des pratiques qui les réduisaient à des objets de propriété et de reproduction. Le mariage dans la Grèce antique n'avait rien à voir avec l'amour ou le consentement mutuel. C'était une transaction commerciale où les pères vendaient leurs filles à des maris qui pouvaient les payer. La différence d'âge dans les mariages était stupéfiante. Les hommes se mariaient généralement vers 30 ans, tandis que les filles étaient données en mariage dès 12 ou 13 ans. Ce n'était pas des partenariats entre égaux. C'était donc des arrangements où des hommes adultes obtenaient la possession légale d'enfants. Les nuits de noces impliquaient souvent ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme un viol statutaire célébré comme la consommation d'un mariage légitime. La loi grecque codifiait le statut inférieur des femmes avec une précision brutale. Une épouse ne pouvait posséder de propriété, mener des affaires ou prendre des décisions juridiques. Elle existait entièrement sous l'autorité de son mari, sans recours, s'il choisissait d'abuser de ce pouvoir. La violence domestique n'était pas seulement tolérée, elle était considérée comme un droit et une responsabilité du mari pour maintenir l'ordre domestique. L'isolement des femmes atteignait des niveaux extrêmes dans de nombreuses cités grecques. Les femmes des respectables étaient confinées chez elles, interdites de participer à la vie publique ou aux événements sociaux. Elles ne pouvaient pas assister aux des représentations théâtrales, aux assemblées de politique ou aux festivals religieux, incluant des hommes. Leur monde se réduisait à la sphère domestique où elles existaient uniquement pour produire des héritiers légitimes et gérer les affaires du foyer. Mais même au sein du mariage, les femmes subissaient des humiliations supplémentaires qui révèlent la profondeur de la misogynie grecque. Les maris entretenaient régulièrement des relations avec des amants masculins, des esclaves féminines et des prostituées.
Ces liaisons n'étaient ni cachées, ni honteuses. Elles étaient des aspects attendus du comportement masculin que les épouses devaient accepter sans se plaindre. Le double standard sexuel était absolu et impitoyable. L'adultère d'une épouse était puni de mort ou d'exil permanent. L'infidélité d'un mari était considérée comme un comportement masculin normal. Les femmes qui montraient de la jalousie ou du ressentiment étaient vues comme irrationnelles et potentiellement dangereuses pour la stabilité sociale. Ce système les enfermait dans des mariages où elles n'avaient ni droit, ni voix, ni échappatoire. La prostitution religieuse ajoutait une autre dimension d'horreur aux expériences des femmes dans la Grèce antique. Le temple d'Aphrodite à Corinthe employait plus de 1000 prostituées sacrées, données par des familles comme offrandes religieuses. Ces femmes n'étaient pas des volontaires répondant à un appel divin. Elles étaient des sacrifices humains à des systèmes économiques et religieux qui monétisaient leur corps. Cette pratique opérait sous une sanction religieuse, rendant la résistance non seulement difficile, mais blasphématoire. Les familles dédiaient leurs filles au service du temple, sachant qu'elles passeraient par leur vie à fournir des services sexuels à des adorateurs masculins. Le cadre religieux fournissait une justification morale pour ce qui équivalait à un esclavage sexuel organisé. L'économie de la prostitution sacrée révèle sa véritable nature. Les temples généraient d'énormes revenus grâce à ces services finançant des projets de construction et soutenant les hiérarchies sacerdotales. Les femmes ne voyaient rien de ces profits. Elles étaient des propriétés précieuses générant des revenus pour des institutions qui les possédaient entièrement. Leur corps devenait des marchandises religieuses dans un système qui sanctifiait l'exploitation sexuelle. Les preuves archéologiques des sites des temples montrent l'ampleur industrielle de ces opérations des logements pour des centaines de femmes, des installations de bains élaborées et des bâtiments administratifs pour gérer l'entreprise. Ce n'était pas de petites pratiques religieuses. C'étaient donc de grandes entreprises économiques construites sur un abus sexuel systématique déguisé en service divin. Le processus de sélection pour les prostituées du temple suivait des schémas familiers d'exploitation. Les jeunes filles étaient choisies pour leur beauté physique et le désespoir de leur famille. Les familles pauvres voyaient le service au temple comme la seule option de survie pour leurs filles, tandis que les familles riches l'utilisaient pour remplir des obligations religieuses sans sacrifier leur propre confort. La manipulation psychologique s'étendait au-delà des relations individuelles à une programmation culturelle systématique. Ces filles entraînaient dans le service du temple en croyant qu'elles avaient été choisies par les dieux bénis d'un but divin. L'endoctrinement religieux était si complet que beaucoup en venaient à voir leur exploitation comme un devoir sacré, incapables de reconnaître leur victimisation même lorsqu'elles détruisaient leur vie. Mais peut-être l'aspect le plus troublant de la sexualité grecque était la normalisation de la magie érotique conçue pour contrôler et manipuler des partenaires réticents. Les Grecs anciens pratiquaient des sortilèges d'amour avec la même acceptation désinvolte que pour tout autre commerce. Ce n'étaient pas des gestes romantiques inoffensifs, c'étaient des tentatives calculées d'annuler le consentement par une coercition surnaturelle. Les pratiques maritimes magiques révélaient la profondeur des attitudes grecques envers l'autonomie sexuelle. Les hommes utilisaient régulièrement des sortilèges pour contraindre des femmes spécifiques à les désirer, considérant la coercition magique comme parfaitement acceptable lorsque la force physique pouvait être gênante. Les sortilèges eux-mêmes impliquaient des rituels élaborés comme brûler des effigies, réciter des incantations et enterrer des objets maudits près de la maison de la victime visée. Des découvertes archéologiques ont mis au jour des milliers de tablettes maudites
contenant des demandes sexuelles explicites. Ce n'était pas des souhaits abstraits pour l'amour ou l'affection. C'étaient des instructions détaillées pour des forces surnaturelles, ordonnant des actes sexuels spécifiques de personnes nommées. Les tablettes décrivent des sortilèges de liaison conçus pour rendre les femmes folles de désir, les forçant à abandonner leur famille pour chercher le lanceur du sort. Le langage utilisé dans ces textes magiques révèle la mentalité prédatrice qui les sous-tend. Les femmes n'étaient pas vues comme des êtres autonomes capables de choix. Elles étaient des cibles à conquérir par tous les moyens efficaces. Les sortilèges traitaient la sexualité féminine comme un territoire à revendiquer plutôt que comme une intimité à partager entre partenaires de consentants. Des praticiens professionnels offraient des services spécialisés pour différents types de coercition sexuelle. Certains se concentraient sur la séduction de partenaires réticents. D'autres se spécialisaient dans la rupture de relations existantes pour créer des opportunités romantiques. La catégorie la plus troublante concernait les sortilèges conçus pour rendre les femmes sexuellement insatiables, les transformant en objets de pur désir, incapables de pensée rationnelle. L'efficacité de ces pratiques importait moins que leur acceptation généralisée. La société grecque tolérait la coercition sexuelle magique parce qu'elle reflétait des attitudes plus larges sur le droit masculin et l'autonomie féminine. Si une femme pouvait être contrainte par la force physique, la pression économique ou la manipulation sociale, la coercition magique semblait tout aussi légitime. Encore plus horrifiantes étaient les pratiques documentées de zoophilie qui apparaissaient dans la littérature grecque et les récits historiques. Bien qu'attribuées souvent à d'autres cultures, la fréquence des références et des thèmes mythologiques suggère que ces pratiques étaient dans des concepts familiers dans la société grecque. Leur littérature ne condamnait pas ces actes comme pervers, les traitant plutôt comme des curiosités exotiques ou des mystères divins. Le cadre mythologique fournissait une justification pour des comportements qui violaient toutes les frontières naturelles. Les histoires de dieux se transformant en animaux pour séduire des mortels n'étaient pas seulement du divertissement. C'étaient donc des modèles culturels qui normalisaient les pratiques bestiales en leur donnant une précédence divine. Zeus, se transformant en taureau pour violer Europe, n'était pas une histoire moralisatrice. C'était un mythe célébré, mis en scène dans les théâtres et représenté dans l'art. Les écrits médicaux et philosophiques de l'époque discutent de ces pratiques avec un détachement clinique plus troublant qu'une condamnation directe. Les médecins grecs décrivaient le traitement des blessures résultant du contact avec des animaux. Les philosophes débattaient si ces actes violaient la loi naturelle ou représentaient des expressions alternatives du désir humain. L'approche académique désinvolte révèle une société où rien n'était considéré comme trop extrême pour être discuté ou pratiqué. Même le concept de consentement limité, tel qu'il était dans la société grecque, disparaissait complètement lorsqu'il s'agissait d'esclaves et d'étrangers. Ces populations existaient entièrement hors de la protection légale, disponibles pour toute forme d'exploitation sexuelle souhaitée par leurs propriétaires. L'abus systématique des personnes esclaves atteignait des niveaux qui font paraître l'esclavage des plantations modérées par comparaison. Les foyers grecs maintenaient régulièrement des esclaves, spécifiquement pour des usages sexuels. Ce n'étaient pas des individus simplement attrayants. C'étaient des êtres humains achetés et élevés pour leur utilité sexuelle. Les enfants nés de ces arrangements devenaient de la propriété de la maison, perpétuant le cycle d'exploitation à la génération suivante. Le cadre juridique soutenant ce système était complet et impitoyable. Les esclaves n'avaient aucun droit de refuser les demandes sexuelles de leurs propriétaires ou de toute personne désignée par ceux-ci. La résistance était punie par la torture ou la mort. Même les témoignages d'abus sexuels
était irrecevable devant les tribunaux, car les esclaves ne pouvaient pas légalement accuser des citoyens de méfaits. L'ampleur de cette exploitation devient claire en examinant les inventaires domestiques des familles grecques riches. Des centaines d'esclaves catégorisés par leur usage prévu, y compris des fins sexuelles explicites. Ce n'était pas des registres cachés. C'étaient donc des documents officiels déposés auprès des autorités locales pour des raisons fiscales et d'assurance. Ce système fonctionnait ouvertement car il était parfaitement légal et socialement acceptable. En arrivant à la fin de ce voyage à travers les horreurs sexuelles de la Grèce antique, le schéma devient indéniablement clair. Chaque pratique que nous avons examinée reposait sur le même principe fondamental, le pouvoir fait le droit. Qu'il s'agisse de cibler des enfants, des femmes, des esclaves, ou même des animaux, la culture sexuelle grecque était construite sur l'exploitation systématique des faibles par les puissants. Les justifications philosophiques qu'ils ont créées pour ces pratiques révèlent le véritable génie de l'oppression systématique. En qualifiant l'abus d'enfants d'éducation, l'esclavage sexuel de religion et la coercition magique de romantisme, ils ont transformé des crimes odieux en vertus culturelles. Les victimes ne pouvaient pas résister à ce que la société célébrait comme bénéfique pour elles. Ce n'était pas une civilisation aux prises avec des questions morales sur la sexualité. C'était une société qui avait répondu à ces questions en décidant que les forts avaient des droits illimités sur les faibles. La démocratie qui donnait une voix politique aux citoyens masculins coexistait avec des systèmes qui réduisaient au silence tous les autres par la soumission sexuelle. L'héritage de ces pratiques résonne à travers l'histoire de manière que la plupart des gens ne reconnaissent jamais. Les structures philosophiques qui justifiaient l'exploitation sexuelle grecque ont influencé le droit romain, la théologie chrétienne et les traditions juridiques occidentales. Les mêmes arguments utilisés pour défendre la pédérastie et l'esclavage sexuel réapparaissent sous des formes modifiées dans les civilisations ultérieures. Comprendre cette histoire est important car elle révèle à quel point des sociétés sophistiquées peuvent facilement normaliser des pratiques odieuses grâce au conditionnement culturel et au soutien institutionnel. Les Grecs anciens n'étaient pas des barbares primitifs, agissant par instinct sauvage. C'étaient donc des personnes éduquées et philosophiques qui ont créé des justifications systématiques pour des comportements qu'ils savaient causer de la souffrance. Peut-être le plus troublant de tout, ils ont réussi à présenter leur civilisation comme le berceau de la raison de la démocratie et de la dignité humaine. Pendant des milliers d'années, les érudits ont étudié la philosophie grecque, tout en ignorant les pratiques sexuelles grecques, préservant les mythes tout en enfouissant la réalité. Les statues de marbre et les idéaux démocratiques ont survécu. Les voix des victimes ont été réduites au silence. La prochaine fois que vous verrez la Grèce antique dépeinte comme un âge d'or des réalisations humaines, souvenez-vous des enfants forcés à des relations sexuelles avec leurs enseignants, des femmes traitées comme des reproductrices des esclaves qui n'existaient que pour le plaisir de leurs propriétaires, et des pratiques magiques conçues pour annuler le consentement humain. Derrière chaque colonne de marbre se trouvait un système construit sur une exploitation sexuelle si généralisée qu'elle fait paraître les atrocités modernes limitées par comparaison. C'est le véritable héritage de la Grèce antique que les cours d'histoire omettent commodément de mentionner.